j'ai envie de te poser une question très simple, mais qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui fait que cette société est devenue folle de cette manière-là? Pourquoi certains exercent une tyrannie? Comment tu vois ça? Essaye en quelques mots pour tout le monde de nous expliquer ça. Voilà, à toi. Voilà, le challenge, c'est en quelques mots. Hein. Alors, oui, je voulais aussi dire que je pense que pour nous tous, Luc Montagnier est une inspiration de courage, de persévérance, d'intégrité. Et qu'on lui doit beaucoup aussi en termes de modèle et d'exemple voilà, pour nous. Alors, je vais essayer de répondre à ta question par une citation qui, à mon avis, résume le problème et va nous permettre d'entrer dans le cœur du sujet. C'est une citation que j'aime beaucoup de l'écrivain Koestler, du Zéro et de l'infini, et qui nous dit dans son roman, c'est un roman sur le phénomène totalitaire bolchevique qu'il a lui-même traversé, dont il a commencé à s'extraire à partir du moment où il aura été en prison. C'est-à-dire qu'il va falloir une prise de distance par l'emprisonnement qui va lui permettre de commencer à remettre en question l'endoctrinement dans lequel il a été pris en tant que militant. Et de ce détricotage psychologique, il va nous permettre de comprendre à travers son roman ce qu'il s'agit quand on parle de phénomène totalitaire. Parce qu'on peut faire toutes les analyses philosophiques et psychologiques qu'on veut. Je crois que les témoignages de la littérature sur le totalitarisme nous permettent réellement cette fois d'appréhender la grande image qui est en réalité l'éviction totale de l'individu dans son caractère sacré. Donc je prends cette citation et ça va nous permettre de rentrer dans le sujet. Il n'y a que deux conceptions de la morale humaine et elles sont à des pôles opposés. L'une d'elles est chrétienne et humanitaire, elle déclare l'individu sacré et affirme que les règles de l'arithmétique ne doivent pas s'appliquer aux unités humaines, qui dans notre équation représentent soit zéro, soit l'infini. L'autre conception part du principe fondamental qu'une fin collective justifie tous les moyens et non seulement permet, mais exige que l'individu soit en toute façon subordonné et sacrifié à la communauté, laquelle peut disposer de lui soit comme d'un cobaye qui sert à une expérience, soit comme de l'agneau que l'on offre en sacrifice. Je crois que ça nous permet de résumer exactement ce qui se passe aujourd'hui et qui est le long fruit d'une déshumanisation progressive de nos sociétés où effectivement l'individu a perdu son caractère sacré et est devenu un outil du management, un outil de production, un instrument. Et petit à petit, bien sûr, on peut glisser de l'instrument qui sert à l'instrument qui ne sert plus, aux essentiels et aux non essentiels. Et donc, on peut donc sacrifier des individus. Alors, si on revient sur, je dirais, l'approche que je vais proposer, qui est encore une fois une perspective qui n'est souvent pas très aimée des historiens qui n'aiment pas beaucoup qu'on psychologise les phénomènes historiques, mais néanmoins, je pense qu'elle est tout à fait nécessaire parce que l'histoire est aussi faite par des hommes. Hein. Et finalement, le phénomène totalitaire, il est assez ancien, enfin, il existe depuis que l'humanité existe, même si on l'a verbalisé en tant que structure et on l'a nommé comme tel au XXe siècle. Donc ma perspective, elle s'inscrit dans la filiation de philosophie morale et politique de Hannah Arendt, de Giorgio Agamben, de effectivement Foucault, de ces auteurs-là, qui ont considéré que par-delà les décors, donc les décors, c'est quel est le type d'idéologie qui est proposé et qui peut être sensiblement différent. Est-ce que c'est l'idéologie de la race? Est-ce que c'est une idéologie sanitaire? Est-ce que c'est une idéologie climatique? Est-ce que c'est une idéologie de libération de la classe ouvrière, etc. Derrière ces idéologies, il y a une même structure. Et cette structure, c'est une structure collective, politique et psychologique. Alors, politique, au sens d'Hannah Arendt, qu'est-ce qu'elle va entendre par totalitarisme? Elle va entendre la domination totale sur les individus. C'est-à-dire totale, ce qu'il faut entendre, c'est que on n'est
plus dans une tyrannie, on est bien au-delà. C'est-à-dire que le régime totalitaire va exiger le sacrifice des individus et va les persécuter jusque dans leur vie les plus intimes. Alors que dans la tyrannie, on peut tolérer une certaine forme d'opposition. Et en tout cas, on n'a pas besoin d'aller nécessairement violer la part intime des gens. Donc ça, c'est une sacrée différence. Hannah Arendt dit que le totalitarisme, premièrement, on n'a pas besoin de le comprendre pour lutter contre, on a juste besoin de comprendre ceci, c'est que c'est la négation la plus absolue de la liberté. Voilà. Si on a compris ça, on a compris ce qu'est le phénomène totalitaire. Alors, si on essaye de faire un petit peu des distinctions en philosophie politique pure et dure, donc le régime totalitaire, c'est l'ambition de la domination totale sur les individus. Et c'est un régime qui va fonctionner à l'idéologie, c'est-à-dire à une croyance qui va s'éloigner de plus en plus de la réalité de l'expérience et de la vérité. Et cette idéologie, il va falloir absolument la maintenir au pouvoir et toujours la maintenir en mouvement, c'est-à-dire qu'il faut embarquer les gens dans un discours, dans une narration qui est totalement, de plus en plus en tout cas, éloignée de la réalité. Et dans ce discours, peu importe les retours que l'on puisse faire sur la réalité. Hein, c'est-à-dire que Hannah Arendt, elle prend par exemple à un moment donné le phénomène bolchevique en indiquant que finalement, les militants, on avait beau leur raconter ce qui se passait au goulag, etc., et leur proposer même des chiffres, etc., ils n'y étaient pas accessibles. Donc, on est sur une croyance de type sectaire qui va se propager dans le collectif et dans l'ensemble de la population. Alors, la distinction avec une dictature, c'est que bien que tous les deux soient des régimes d'exception, c'est-à-dire, et là je reprends la pensée de Agamben, c'est qu'à un moment donné, il y a un état d'exception, c'est-à-dire qu'on va justifier la suppression des droits inaliénables qui ne peuvent s'aligner sous aucun prétexte, on va justifier leur suppression au nom d'une cause supérieure. Donc, en l'occurrence, aujourd'hui, c'est la santé. Donc, au nom d'une cause supérieure, on va supprimer les droits des gens. C'est ce qu'on appelle l'état d'exception. Ça peut être le terrorisme. Au nom du terrorisme, on vous supprime vos droits, etc. Donc, il y a toujours une espèce de cas de force majeure qui fait qu'on passe dans un état de non-droit. Agamben parle d'une éclipse du droit. C'est-à-dire qu'il y a comme une espèce de vieille poussière dans la bibliothèque qui s'appelle le droit, mais il n'exerce plus sa fonction. Et c'est-à-dire que dans le totalitarisme, on est dans un gouvernement par décret, essentiellement, avec des décrets qui se rajoutent aux décrets, et au bout d'un moment, Hannah Arendt dit même qu'il y a une disparition des décrets. On continue de gouverner, on n'a même plus besoin d'afficher des décrets. Alors cet état d'exception, il est commun au totalitarisme et à la dictature, c'est-à-dire que la dictature, dans son acception propre, c'est un régime d'exception où on va donner les pleins pouvoirs au dictateur pour gérer une situation. Par exemple, il y a la guerre, il y a une urgence sur la nation est en danger, et donc on va exercer la dictature, c'est-à-dire les pleins pouvoirs. Sauf que du point de vue de la philosophie morale et politique, et du point de vue de l'histoire, puisque ce sont les Romains essentiellement qui nous ont organisé cette notion de dictature, elle est limitée dans le temps. C'est-à-dire qu'en clair, il fallait rendre les clés au bout de 6 mois. Donc, en fait, vous avez plein pouvoir, mais vous n'avez pas les pleins pouvoirs. Vous avez plein pouvoirs spatiaux, mais vous n'avez pas les pleins pouvoirs temporels. Et le régime totalitaire, il s'arroge les pleins pouvoirs spatiaux et les pleins pouvoirs temporels. C'est-à-dire que même s'il peut y avoir l'illusion qu'il se limite dans le temps, en réalité, il ne rend pas les clés du pouvoir, et donc il continue de fonctionner à ce régime d'exception. Et pour finir, une dernière distinction avec la tyrannie, parce qu'on entend c'est une tyrannie. Dans la tyrannie, il y a un point clé dans le régime totalitaire, c'est son fonctionnement à la terreur. Il faut mettre les citoyens sous terreur
pour pouvoir exercer, et quel qu'en soit le motif, en fait, pour pouvoir exercer un pouvoir qui est en réalité illégitime et qui se maintiendra parce que les citoyens sont sous terreur et qu'ils vont donc confier leurs droits et accepter des régimes d'exception liés à la terreur, eh bien, quand l'opposition est neutralisée dans le régime totalitaire va devenir encore plus terrorisant, encore plus déversant en fait une persécution sur la population et en persécutant en particulier de façon arbitraire et des innocents. Alors que dans la tyrannie, une fois que le tyran il a son pouvoir absolu, qu'il est à peu près tranquillisé sur son pouvoir absolu, il n'a pas besoin de rentrer dans une phase de persécution arbitraire des innocents. C'est quand même des notions sensiblement On en est où différentes. finalement, nous, aujourd'hui, dans ce totalitarisme? Qu'est-ce qui se passe en France? Comment les citoyens sont là? Et qu'est-ce qu'ils vivent? Qu'est-ce que nous vivons? Quand tu appliques ça maintenant, ce qui se passe aujourd'hui, pour nous, on en est où? Alors, on en est dans une situation de confusion mentale. Qu'est-ce que c'est la confusion mentale? C'est qu'on n'arrive plus à discerner où on est, qui fait partie du régime totalitaire, c'est-à-dire que on a traversé la phase, la mise au pas, ce que j'avais appelé la mise au pas, hein, c'est-à-dire que ça donne le ton et la ligne de quelle politique va être menée. J'avais notamment utilisé ce terme pour le discours du président du 12 juillet 2021. Et on en est dans une situation extrêmement grave où il est donc possible d'avoir des citoyens qui sont destitués de droits et où les citoyens sont sous liberté conditionnelle, comme les prisonniers, hein, c'est-à-dire que leurs droits inaliénables ont été aliénés, et où, parce que dans le régime totalitaire, il y a plusieurs phases. Il y a une première phase qui va être effectivement de persécution ciblée des opposants. Là, je pense que nous l'avons tous vécu à des degrés différents. Mais ensuite, il y a, l'idéologie va glisser sur des catégories de citoyens. J'avais déjà averti, parce que j'avais fait des chroniques sur le totalitarisme pour l'Antipresse notamment l'année dernière, j'avais déjà averti que nous allions avoir un glissement à un moment donné où l'ennemi qui est le virus, et on l'a bien décrit comme un ennemi, c'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le régime totalitaire fonctionne à la persécution. Il faut toujours désigner un ennemi. Cet ennemi est, dans l'idéal fictif, et encore mieux, insaisissable. Donc, c'est vrai qu'un virus, en termes d'invisibilité, c'est assez intéressant. Et si possible, pour encore plus faire monter la mayonnaise du régime totalitaire, s'il peut aussi être un ennemi intérieur, c'est encore mieux. Alors, c'est vrai qu'un virus, en termes d'ennemi intérieur, c'est parfait. Et donc, il faut savoir aussi que, bon, on en reviendra peut-être après, hein, mais qu'il y a des thématiques, si vous voulez, de délire qui sont toujours les mêmes en réalité dans les régimes totalitaires, parce que ça correspond tout simplement, du point de vue de la psychopathologie, à une organisation psychique qui s'appelle la psychose paranoïaque et qui est contagieuse. Donc, j'avais prévenu que du virus ennemi, nous allions glisser vers des individus porteurs de virus ennemis. Je crois qu'aujourd'hui, c'est quand même là où nous en sommes, c'est-à-dire qu'il y a une stigmatisation, ce qu'on appelle un clivage en psychopathologie. Il y a des catégories de population qui sont désignées à la vindicte publique, mais nous sommes en train d'atteindre la troisième phase, qui est que finalement, il va y avoir un déchaînement totalitaire sur des populations qui sont totalement, entre guillemets, innocentes. Parce que les opposants au régime, on peut dire, bon, entre guillemets, ils sont coupables de s'opposer au régime, hein, bien sûr. Mais les innocents, ceux qui ont bien obéi depuis le départ au régime, peuvent rapidement devenir eux aussi des cibles. C'est-à-dire qu'il y a une persécution qui ne cesse de s'étendre parce que ça correspond à un délire de persécution collectif, et au bout d'un moment, ça ne s'arrête jamais, en fait. Ça s'arrête quand il y a un niveau d'autodestruction intense. Et comme tout délire, il y a des phases, c'est-à-dire il y a des moments de bouffée délirante et il y a des moments où ça s'arrête un peu avant que ça ne recommence. Voilà.
Donc, il est possible aussi que nous ayons une évolution, c'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre dans ce délire paranoïaque, c'est qu'il y a un contenu, mais le contenu est susceptible d'évoluer. C'est-à-dire que ça fonctionne surtout à des processus. Encore une fois, quelle est la structure? Il y a un ennemi invisible ou visible, extérieur ou intérieur, qui nous veut du mal. Le régime justifie sa légitimité par la persécution de cet ennemi. Il en appelle donc à deux logiques qui sont des logiques inacceptables sur le plan moral. La première, c'est la fin justifie les moyens, c'est-à-dire on a le droit d'utiliser des individus comme des moyens. Et la deuxième, c'est une logique qui va avec la première, une logique sacrificielle. Il faut sacrifier des individus pour le bien commun. À partir de ce moment-là, on peut aller très loin. Et donc, quand le régime totalitaire se sent un peu en danger sur son idéologie, il est susceptible de la faire évoluer et de la changer. Et ceci, Hannah Arendt nous en avait bien parlé, elle disait qu'il faut que le régime totalitaire maintienne toujours l'idéologie en mouvement. Il ne faut pas que ça se fixe, parce que si on fixait un discours, eh bien nous serions en capacité de commencer à l'analyser tout simplement et à en voir finalement les impasses et la fausseté même. Donc, il faut toujours maintenir, et c'est à ce titre que le régime totalitaire est assez énergivore, c'est son point faible. Il consomme beaucoup d'énergie parce qu'il faut toujours maintenir une idéologie, c'est-à-dire une croyance déconnectée du réel qui est toujours fondée sur cette idée de persécution. Et donc, cette persécution justifie en réalité qu'on persécute les individus. Alors, tu nous décris vraiment les choses d'une façon très claire. Et tu nous expliques un peu comment va se passer l'enchaînement. Mais j'ai envie de te poser une question très simple qu'on se pose tous. Mais on fait quoi maintenant, Ariane, à ton avis, pour sortir de ça? C'est quoi le mouvement? Qu'est-ce qui doit se passer? Comment va-t-on faire pour sortir de ça? Comment tu vois ça? Alors, je pense qu'il y a une acceptation à faire du fait que nous n'allons pas en sortir tout de suite. On m'a énormément reproché dès le départ d'annoncer que ça allait durer, mais en fait, ce n'est pas de la prophétie, c'est simplement une connaissance du fonctionnement de cette pathologie paranoïaque qui est la pathologie des régimes totalitaires. Je vais essayer d'expliquer un petit peu parce que je sais que pour les auditeurs, c'est des gros mots. Avec le régime totalitaire, le collectif va basculer dans une psychose, c'est-à-dire en fait une folie, un peu comme dans la mythologie grecque, quand Dionysos arrive à Thèbes et finalement les habitants ne le reconnaissent pas, il les rend tous complètement fous et ça finit en cannibalisme, etc. Mais on n'est pas très très loin de ça dans la contagion délirante, c'est-à-dire qu'en fait il y a une folie qui est impulsée par l'idéologie, il y a des mécanismes de contagion délirante comme dans les sectes, c'est-à-dire que des individus qu'on aurait pu estimer tout à fait bien sous tout rapport, et à la fois sur le plan intellectuel, moral, émotionnel, adapté, etc., peuvent eux aussi être contaminés. Ce terme de contagion délirante, je l'avais créé bien avant la question sanitaire, et c'était en référence à ce que Hannah Arendt appelait le virus du totalitarisme, c'est-à-dire qu'en fait, ça fonctionne un petit peu effectivement sur le mode d'une contamination psychique dont on pourra essayer d'expliquer les ressorts, mais en clair, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on bascule dans un moment malade pour le collectif, et dans ce moment malade sont mises au pouvoir les pires pathologies. Et les pires pathologies, c'est la paranoïa, c'est la perversion, donc il y a une alliance des profils pathologiques, et c'est la psychopathie. Donc, ce sont des gros termes, mais en clair, quel est le message passé par le régime totalitaire? C'est qu'il est possible de transgresser les interdits fondamentaux sur lesquels se structure toute civilisation, qui sont notamment en réalité l'étape de la loi, l'interdit du meurtre et l'interdit de la transgression. Et le régime totalitaire envoie le message que c'est autorisé, c'est possible, parce qu'il y a un supposé idéal inatteignable d'ailleurs, qui justifie que
nous puissions transgresser des interdits moraux fondamentaux qui sont la structuration de notre civilisation. Et cette transgression, qui est envoyée dans des messages politiques extrêmement violents, nous altère, en fait, sur le plan psychique, nous traumatise et fait régresser beaucoup de gens qui, pour certains, par exemple, vont fonctionner de façon automatique, c'est-à-dire j'applique le protocole, je ne réfléchis plus, c'est Eichmann, dont Hannah Arendt parlait de la banalité du mal, c'est-à-dire qu'il n'était pas mal intentionné, il n'avait rien contre les juifs, il faisait juste en sorte que les trains partent à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a un rétrécissement du champ de vision pour juste s'accrocher au protocole, parce que le protocole rassure dans un univers qui est devenu extrêmement angoissant. Donc là, je pense que ça parle à tout le monde, cette régression psychique. Et puis, il y a aussi des individus qui n'étaient pas pervers, mais qui vont le devenir parce qu'aussi sont extrêmement angoissés par cette nature du message collectif qui est, il est désormais autorisé de transgresser, d'emmerder les citoyens, etc. Donc, eux vont se réfugier vont régresser psychiquement dans la perversion, c'est-à-dire l'instrumentalisation de l'autre à sa propre jouissance, pour son propre profit, pour son propre plaisir sadique. Et puis, il y a des individus qui vont basculer dans la folie. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la nature... Hannah Arendt parlait de isolement social, oui, il faut casser les relations entre les individus. Donc, on voit bien dans les familles interdire également le fait que les gens se réunissent, etc. Mais il y a surtout un lien qui s'altère énormément dans le collectif et qui fait que, au lieu que les individus aient un lien de bienveillance entre eux, ils vont déployer quelque chose de très paranoïaque, qui est la méfiance de tous contre tous, en fait. Et c'est ça, le régime totalitaire. C'est la délation, c'est la méfiance de tous contre tous. Ce sont les pires traits de la nature humaine qui vont ressortir à ce moment-là parce qu'ils vont y être encouragés. Oui, alors tu nous décris bien tout ça et effectivement, ça me fait revenir à ta première phrase où tu opposais l'homme sacré à l'homme utilisé et finalement, cette utilisation, on voit bien comment elle attaque le sacré. Et c'est très bien, tu nous expliques ça très bien. Jean-Dominique, tu voulais poser une question, à toi. Oui, volontiers. Encore une fois, merci Ariane. Je veux dire, tu arrives tellement bien à rendre lisible des phénomènes psychiques extrêmement complexes dans un moment historique compliqué. Moi j'ai une question aussi très pragmatique qui suit celle d'Olivier, qui est: quelle est la place du fait de nommer les choses et de faire référence à la logique, sachant que normalement c'est les bons ressorts de protection de la santé, mais qu'on est dans une situation extrêmement particulière. Pour la petite histoire, je m'étais affronté avec des manipulateurs pervers il y a quelques années en y laissant beaucoup de plumes. Et quand j'avais débriefé avec un spécialiste en psychopathologie en me reprochant de ne pas avoir trouvé les moyens de les mettre en échec, il m'avait arrêté en me disant: mais tu sais, il y a une règle, c'est que quand tu t'affrontes un manipulateur pervers, tu perds. Parce qu'il faudrait être aussi machiavélique et aussi sans scrupules qu'eux. Et on voit par exemple aux États-Unis le docteur Fauci, qui pour moi est tout à fait dans ce profil. Il est inoxydable, il traverse tout parce que il ment en bloc sur tout. Et c'est des gens qui sont... Donc ce que j'observe, c'est que quand on nomme le totalitarisme, ou la fraude, ou l'absence de logique, on est tout de suite confronté à des inversions accusatoires. Je donne juste un exemple. Il y a la fameuse méta-analyse de l'Institut Hopkins qui est sortie tout récemment, qui, compilant tout un ensemble d'études, confirme une nouvelle fois que les confinements n'ont servi à rien. Alors moi je la fais connaître, parce que quand même l'Institut Johns Hopkins c'est du sérieux, c'est comme la Sorbonne ou Oxford, et droit derrière un journal suisse avec un journaliste scientifique extrêmement médiocre, qui a promu la méta-analyse Fiolet contre l'hydroxychloroquine, qui était une pure fraude, fait un article: cette étude ne vaut pas tripette, tout est falsifié, ils ont fait du cherry picking. Et donc, tu vois ce que je veux dire, dès qu'on a un élément un peu probant à montrer, ou, en ce qui concerne la logique, ok, la vaccination évite peut-être les formes graves, mais pas d'être contaminé ou contaminant. À quoi bon vacciner des enfants qui font pas des formes graves? On vaccine les enfants. C'est-à-dire que ni la logique, ni le fait de nommer les choses ne tiennent, parce que c'est tout de suite recyclé. Donc qu'en est-il de ces deux ressources élémentaires pour faire face à ce que tu décris? Alors, les deux ressources, pardon, ça serait donc la logique et
ça serait de nommer les choses, de nommer la réalité des choses. Et tu sais, Desmet avait dit ne cessez pas de nommer. Oui. Et le Oui. deuxième, c'est de faire toujours référence à la logique dans un espoir que ça reconnecte à un moment donné chez le vis-à-vis. Oui, on a une blague en psy, c'est qu'avec le pervers, tu perds vert. Hein, donc il faut accepter de perdre et donc il faut absolument couper, évidemment, quand on peut, quand on est pris dans une relation d'emprise. Mais là, il est très compliqué de couper, bien sûr. Alors, il y a plusieurs choses. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Desmet, il parle et à juste titre, hein, tout à fait, parce qu'il a aussi bien lu Hannah Arendt, il parle de la nécessité de nommer les choses pour de continuer, en fait, le plus possible une opposition à ce régime, dans le sens un autre discours, c'est-à-dire qu'en fait, l'histoire que nous raconte ce régime n'est pas la vraie. Voilà, c'est tout. L'histoire que nous raconte ce régime assurément est fausse, plus exactement, et nous avons une autre façon de proposer, de raconter d'autres histoires. Ceci est très important. Desmet le dit dans le sens qu'il faut continuer l'opposition en se rappelant ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que si l'opposition est supprimée, la terreur se déchaînera comme jamais. Il faut bien se dire que dans le régime totalitaire, le fonctionnement arbitraire et la logique de quotas sont des fondamentaux. C'est-à-dire qu'on n'en a rien à faire que vous soyez innocent ou coupable, on persécutera dans le tas. Et c'est très important pour se maintenir au pouvoir. Et ça, les gens ont énormément de mal. Et Solzhenitsyn le racontait au niveau des arrestations par le régime totalitaire bolchevique, c'est que les gens pensaient que leur innocence serait reconnue. Donc, ils n'avaient qu'à faire valoir leur innocence et ils seraient reconnus. Non, le régime totalitaire n'en a rien à faire, ni du juste, ni de l'injuste, ni du bien, ni du mal, ni du vrai, ni du faux, tout simplement parce que la psychose paranoïaque est bien en deçà de toutes ces catégories mentales. C'est-à-dire que si on s'étonne de voir des discours paradoxaux, des discours qui n'ont ni queue ni tête, et des personnages nous donner un jour blanc, un jour noir, et 15 jours après vert, et ensuite bleu, et à quatre pattes, et une jambe en l'air, etc., eh bien, ça fait partie de la pathologie qu'on appelle folie résonante. C'est une folie qui a l'apparence de la raison, mais qui n'est pas la raison. Et donc, nommer les choses et venir faire contraste est très important pour empêcher ce déferlement de persécution qui ne manquera pas d'arriver sur des individus absolument innocents. Moins il y aura d'opposition, plus ça sera le cas. Mais également, c'est très important pour pouvoir, parce que d'aventure, il est possible que des personnes endoctrinées dans cette idéologie se réveillent pour différentes raisons. Et donc, il faut qu'elles puissent s'arrimer à quelque chose qui leur explique d'une autre façon ce qui se passe. C'est un peu comme quand une femme sort de 10 ans ou 20 ans de violence conjugale où elle pensait qu'elle était dans une super relation parce qu'il y avait plein de mécanismes de déni sur ce qu'elle était en train de subir. Et à un moment donné, elle fait la relecture de toute son histoire et tout ce qu'elle a vécu. Et le fait que quelqu'un, un tiers, vienne l'aider à nommer ce qu'elle a vécu est absolument fondamental du point de vue du retour à la santé mentale. J'ai envie de dire ça comme ça parce que j'ai aussi envie de rappeler que on nous a beaucoup parlé de santé, mais ça a été une destruction massive de la santé mentale des populations, hein, ce qui s'est passé. Donc, ça me paraît quand même assez important. Ouais, merci. Il y a aussi cet enjeu qui... Pardon. Olivier, je peux rebondir? Vincent, tu allais poser une question, puis après ça, ce sera toi, Louis. Vas-y, Vincent. Oui, donc tu parles Ariane, de contagion donc paranoïaque, c'est-à-dire de délire qui va se propager de poche en poche via un discours en particulier. Alors, ce qui amène deux questions. La première, c'est est-ce qu'il existe finalement, j'allais dire d'un point de vue anthropologique, chez chacun d'entre nous, une tendance putative justement à la paranoïa, qui fait que personne au fond n'est à l'abri et que chacun peut effectivement se laisser piéger par des phénomènes un peu collectifs. Ça se voit en entreprise comme tu as travaillé, ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est pourquoi au fond
on a vu dans cette crise que sans doute les pires propagateurs du délire totalitaire, c'était les professions intellectuelles. On pense aux journalistes, on pense effectivement aux professeurs d'université, on pense aux médecins. Je rappelle que les médecins étaient surreprésentés, par exemple, dans l'État nazi, puisque 70% des médecins allemands avaient adhéré au parti nazi. Ils en représentaient, je crois, la moitié, effectivement. Et là, aujourd'hui, en France, on voit des journalistes, on voit des hommes politiques aussi au niveau des partis politiques. Je pense au Parti socialiste en particulier, avec Jomier au Sénat ou avec Einthoven, qui raconte à peu près n'importe quoi. Comment se fait-il que ceux dont on suppose que ce sont les personnes les mieux à même d'analyser les discours et justement de faire des remparts face au langage délirant du totalitarisme, en fait, soit ceux qui finalement tombent le plus facilement dedans et le répartissent, le diffusent le plus rapidement. Donc, est-ce qu'il y a bien une tendance paranoïaque chez chacun d'entre nous et pourquoi, au fond, est-ce que ce sont ceux qui, en principe, sont censés être les maîtres du discours qui sont ceux qui, aujourd'hui, le diffusent le plus? Oui. Je vais essayer de me souvenir des deux questions. Oui, il y a bien une tendance paranoïaque en chacun de nous, tout simplement parce que c'est une phase que nous avons traversée en tant que nourrissons, complètement abandonnés, entre guillemets, à la merci de l'extérieur, c'est-à-dire de sensations de persécution, de chaud, de froid, de faim, etc. Selon la réponse environnementale, nous sommes entièrement dépendant de cette réponse-là. Et donc, en fait, quand je parle de régression, c'est vraiment au sens propre, c'est-à-dire que des régressions aussi, pourquoi aussi tant de gens, finalement, cèdent aussi facilement du pouvoir au régime totalitaire, c'est parce qu'il les prend en charge comme une maman omnipotente. Kessler parlait bien du régime totalitaire, qui était une maman qui dévore ses enfants. Ça veut dire qu'elle les fait re-rentrer dans l'utérus et elle est totalement prise en charge. Et donc, c'est cette tentation contre laquelle il faut absolument lutter. Et ça me permet de passer à la seconde question, qui est que pour lutter contre cette tentation, il faut avoir acquis ce que Kant appelait l'autonomie, c'est la capacité d'avoir intégré les lois, la loi naturelle en soi. Qu'est-ce que c'est la loi naturelle? Ce sont ces fameux interdits fondamentaux avec lesquels se débat Antigone, que nous avons dans notre tradition judéo-chrétienne, et qui est, encore une fois, cet individu sacré dont parle Agamben, et donc et à l'inverse, ce biopouvoir ou cette biopolitique qui est une instrumentalisation des corps et une désubjectivation totale des individus. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus de vie spirituelle, ils n'ont plus de vie morale, ils n'ont plus de vie psychique, ils n'ont plus de vie émotionnelle, ce sont juste des corps au service du pouvoir qui en fait d'ailleurs ce qu'il veut. Donc, qu'est-ce qui se passe dans les profils intellectuels? C'est vrai que ce n'est pas la première fois qu'on le remarque, puisque Klemperer, qui a été donc ce professeur de philologie juif qui a été persécuté pendant le nazisme et qui a écrit donc sur la langue nazie, de façon cachée, et fait partie des très rares survivants de Dresde, puisqu'il restait, il restait 12 juifs, je crois, sur 6000, dont lui, avec son manuscrit. Il nous parlait de cet étonnement de voir que les intellectuels, en réalité, collaboraient très activement avec le régime. Hannah Arendt a fait exactement le même constat en 1933, en constatant que non seulement ils collaboraient, mais ils étaient vraiment en surreprésentation. Alors, je pense que c'est lié à plusieurs choses. D'abord, on a la corruption qui se passe au niveau de la langue. Donc ça, c'est ce qu'on a analysé dans notre livre avec Vincent qui paraît début mars. On pourrait se dire ils ont les outils d'analyser cette corruption, mais pas nécessairement. Déjà, c'est une première chose. En réalité, je pense que ça se situe beaucoup plus en termes d'autonomie psychique. Est-ce que vraiment les intellectuels, premièrement, ont suffisamment de rapport à l'expérience du réel? Ce n'est pas sûr, parce que quand on est un intellectuel, en fait, en réalité, on est vite dans la sphère purement mentale,
Et on n'a pas vraiment d'expérience avec la réalité au sens concret du terme, hein, alors qu'on voit très bien que peut-être si on faisait à l'inverse la proposition de quelle est la population qui va résister un peu le plus psychiquement au phénomène totalitaire, en général, ce sont des personnes qui ont le bon sens paysan, au sens fort du terme, c'est-à-dire à qui on a beau faire une thèse 3000 pages qu'il faut arroser une plante avec du pétrole, ils savent que ça marche pas. Ils peuvent pas l'expliquer, mais ils savent que ça marche pas. Et ça de tout temps, et dans la transmission et dans la tradition, c'est vraiment un ancrage. Donc je pense que pour les intellectuels, il y a déjà ce premier problème. Il y a un deuxième problème, c'est qu'en général, ils font partie de la classe dominante, hein, et donc ils ont des privilèges à perdre. En tout cas, dans la situation actuelle, moi, j'ai beaucoup de noms par rapport à ça, et des gros privilèges à perdre s'ils parlait, on peut revenir quand même à Heidegger, par exemple, qui effectivement, dont on peut supposer que la collaboration avec le nazisme, même si son épouse était tout à fait investie dans ce chemin-là, était quand même pour garder un certain nombre de privilèges à l'université. On en a des témoignages avec le premier mari d'Hannah Arendt, Günther Anders. Et il y a aussi, je pense, pour les intellectuels, une rupture avec la sphère émotionnelle, parce que on est beaucoup, encore une fois, dans quelque chose de très mental. Donc, ce qui humanise, c'est aussi notre recours aux émotions, notre empathie, notre capacité à sentir et à ressentir qu'une situation est anormale. Et je pense que ça peut aussi faire que les intellectuels sont très malléables et poreux. Et enfin, je pense qu'il y a une fascination chez les intellectuels du fait de ce manque d'autonomie psychique, une fascination pour ces discours qui sont des discours de pouvoir absolu. Et je pense qu'au niveau des maths, notamment, on en avait déjà parlé, Vincent, c'est très clair, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'idolâtrie du discours, et c'est ce que propose le régime totalitaire. Merci beaucoup. Ce que tu nous expliques est extraordinaire. Louis, je pense que tu avais une question et après ça, on passera à Christine. Non, c'est bien pour moi. Ariane nous éclaire sur de très nombreux sujets. Et cette question de mais pourquoi tenir le vrai, pourquoi tenir le juste, pourquoi tenir la logique, pourquoi tenir au réel. Et peut-être qu'il y a un élément important, c'est de ne pas être soi-même l'objet de la contagion délirante. Et je vous fais part ici de gens qui, au départ, ont soutenu Réinfo Covid, et qui, au moment où la vaccination est arrivée, parmi des médecins de mes proches et même des gens dans mon service, sont devenus fous, en fait, ont été pris par la contagion délirante à ce moment-là. Et donc, tenir comme un mantra une cohérence autour de soi permet de se bâtir une bulle de protection, peut-être, pour traverser cette épreuve, puisque, comme tu l'as dit, Ariane, cette épreuve n'a qu'un temps. Les déferlements totalitaires finissent toujours par s'effondrer sur eux-mêmes, parce que, au niveau thermodynamique, ils sont trop énergivores, et que, comme tu l'as dit, il y a une fuite en avant dans le discours narratif, ce qui rappelle un peu les commentaires sur la société du spectacle qui avait été fait à l'horreur pour nous dire que celui qui regarde et veut toujours savoir la suite n'agit jamais. Et donc, il y a un moment où il faut arrêter de vouloir savoir la suite du discours délirant, ce qui permet de commencer à agir. Et comme tu l'as dit, peut-être de commencer une contagion à son tour de cohérence autour de soi, d'aller sélectionner chez les autres le point critique où ça basculera, parce que peut-être on a commencé à toucher au sacré à l'intérieur d'eux-mêmes. Un certain nombre de personnes où au bout d'un moment on touche au sacré, parce qu'on touche à l'enfant, parce qu'on touche à des représentations symboliques fortes. Qu'est-ce que tu en penses, Ariane ? Oui, je pense que, encore une fois, il y a des gens qui vont sortir progressivement comme, voilà, à la faveur d'un événement, qui peut être un événement qui les choque, ou encore une fois, d'une mise à distance, hein. Chez Orwell, comme chez Koestler, il y a eu cette phase d'emprisonnement. Et cet emprisonnement a permis une distanciation d'avec le discours et un détricotage réellement de cet endoctrinement, parce que en fait, il faut toujours que se maintienne l'endoctrinement, le harcèlement, la propagande, sinon les esprits échappent en fait au régime totalitaire. Donc, il va y avoir des personnes qui vont se réveiller et sur lesquelles on va pouvoir compter, parce que ces personnes-là, plus elles se seront fait abuser, plus elles vont vouloir aider autrui
par rapport à cet abus qu'elles auront conscientisé. Donc ça, c'est quand même la part d'espoir qu'on peut avoir, même si j'ai envie de dire, vu qu'on nous a expliqué que c'était une guerre, c'est une guerre effectivement réelle contre les peuples, tout azimut d'ailleurs. La paranoïa est la pathologie de la guerre, et je crois que dans une guerre, il ne faut pas nécessairement espérer des victoires tout de suite, il faut tenir également un siège, hein, et être en capacité de tenir un siège. Donc la question de la résistance au sens psychique du terme, au sens du, entre guillemets, j'aime pas pour cette expression, survivalisme psychique, est très importante, en rappelant aussi que c'est en général pas en apparence les plus costauds qui sont capables de tenir face à des situations extrêmes, mais ce sont ceux qui auront suffisamment nourri une vie intérieure. Donc c'est vraiment mon message, c'est nourrissez votre vie intérieure, c'est-à-dire votre imaginaire, votre capacité à créer, votre capacité à ouvrir des horizons, et en ce sens, on comprend bien pourquoi les régimes totalitaires finissent toujours par persécuter la littérature et les arts en général. C'est que finalement, la méthodologie, on l'a mise au placard, la déontologie, on la met au placard. On a des médecins qui soignent plus, on a des juges qui jugent plus, on a des policiers qui s'occupent plus qui contrôlent des citoyens présumés coupables qui n'ont rien fait, des restaurateurs qui deviennent flics, etc. Que chacun refasse son travail, en fait, tout simplement, et la société refonctionnera. Alors oui, ça implique de désobéir. Je voudrais juste mentionner que l'histoire des passes pour circuler, c'est pas nouveau, on l'a mis dans le livre avec Vincent, y compris des passes verts et des passes bleues à l'entrée du ghetto et à la sortie du ghetto pour les nazis. Ce n'est pas, franchement, reprendre cette appellation passe vert, Green Pass pour les Italiens, c'est quand même quelque chose aussi, hein. Et ça a aussi existé dans le régime de l'URSS. Et moi, ce que m'a inspiré l'exposé de Christine, c'est cette fameuse logique sacrificielle, c'est-à-dire que c'est pas grave que des femmes enceintes aient des soucis, on ne fait plus de sérologie, tous les individus sont, c'est pas grave s'il y a des pertes sur les profits, quoi, en fait. Et c'est aussi quelque chose qui m'était apparu quand il y avait eu un débat l'année dernière sur les chocs anaphylactiques. Il y avait une demande d'exemption pour des gens à l'Assemblée nationale qui étaient susceptibles de présenter des chocs anaphylactiques, c'est-à-dire de mourir de façon immédiate de ces injections. Eh bien non, il n'y avait pas d'exonération, c'est-à-dire qu'en fait, on est parti dans un truc où d'habitude, une femme enceinte, elle n'a pas le droit de fumer une cigarette, elle n'a pas le droit de boire une bière, et puis d'un coup, elle passe dans ce truc d'expérimentation, et on a complètement oublié, tout simplement, le respect de la vie humaine. Voilà, le respect de la vie humaine, et là, le refus d'exemption pour les chocs anaphylactiques, on a été la totale démonstration. On préfère que les gens crèvent, avec la gravité d'un choc anaphylactique qui peut ne pas avoir son adrénaline Bon, c'est arrivé à une personne que je connais, elle est rentrée, elle avait fait la Pfizer, elle est rentrée chez elle, heureusement qu'elle avait ses seringues d'adrénaline, sinon elle était décédée de ses injections. Et donc, ça, il n'y a pas d'exonération, donc ça veut dire quoi, en fait? On est où? On est dans quelque chose de totalitaire, voilà. Merci beaucoup à tous. Merci à Ariane pour ce fil qui peut-être nous aide à sortir du labyrinthe, à en trouver en tout cas quelques sorties. Je vous rappelle qu'il ne faut pas sortir par la même sortie que celle où on est rentré, non, c'est ça, dans l'histoire. Et il ne faut pas se brûler les ailes non plus. Hein. Merci. Et oui, Icare sort par le haut et se brûle les ailes. Hein. Donc, Exactement, ouais. Donc on est dans un moment symbolique extrêmement fort où il convient d'inventer un récit, ou en tout cas de retrouver les récits qui peuvent nous guider la sortie de ce marasme. Oui, je pense que quand même, ce que nous devons nous rappeler, c'est que nous sommes des êtres vivants et que donc, on a beau nous mettre toute une série de contrôles partout, etc. C'est quand même compliqué de contrôler au point où veut le faire le régime totalitaire le vivant. Donc, elle est aussi là notre dimension sacrée.